Hello everybody and welcome to workshop. Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier 3. Je suis vraiment désolée pour ce retard. Vous savez comment ça se passe. J'espère que vous êtes dans le bon atelier sur les informations pour les consommateurs. Je suis Cathy Smith et je suis la modératrice. Je vais poser les questions aux intervenants. On parle beaucoup de la responsabilisation des consommateurs afin de faire partie de la transition verte. Et la seule manière de faire partie de cela, c'est d'avoir de bonnes informations, des informations fiables. On en a marre du greenwashing et des revendications à caractère environnemental. Donc, il y a deux panels. Le premier, c'est donc les informations des consommateurs avec des exemples de bonnes pratiques en fournissant des informations fiables et bonnes. Et on sait que c'est pas si simple que cela. Et le deuxième panel, c'est pour parler du greenwashing. Mais ce qui est important, c'est comment gérer cela, quelles sont les étapes à franchir. Donc, on ne va pas que discuter, on aimerait vraiment avoir un travail en place. Donc, je sais que vous êtes au courant du fait que la Commission européenne travaille sur les priorités opérationnelles pour l'année à venir. Donc, ce qu'on souhaite faire à la fin de chaque panel, c'est d'avoir au moins 2 ou 3 actions communes qui peuvent être mises en place au cours de l'année. Et donc, on veut des choses qui sont faisables, qui sont pratiques, des projets qui peuvent commencer en 2022. Donc, vu que vous êtes connectés sur Zoom et on va voter sur Slido, ce serait mieux d'ouvrir Slido sur un autre appareil. Vous verrez tous les détails à ce niveau-là. Donc, c'est le sommet consommateur, hashtag sommet consommateur. Donc, afin qu'on puisse vous voir et vous entendre, on devrait s'assurer, plutôt que d'utiliser la main levée, vu qu'il y a beaucoup de gens, j'ai mis dans le chat que vous aimeriez participer. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro quand vous souhaitez prendre la parole. Sinon, utilisez Slido pour partager vos commentaires. On ne va pas répondre, on ne va pas trop poser de questions, on va plutôt partager nos idées lors de la session. Je vous guiderai en tout cas. Donc, j'aimerais vous présenter rapidement à quelqu'un qui sera très important lors de la session. C'est donc notre rapporteur, Tina Virlanen, chef de l'équipe politique de l'organisation consommateur finlandaise. Bienvenue. Oui, c'est un plaisir de voir tous ces visages et ces participants. Je ferai de mon mieux pour souligner les conclusions des discussions et j'ai hâte de participer au débat. Merci. Merci beaucoup, Tina. Et effectivement, les actions communes sur lesquelles on vote lors de la session seront ensuite communiquées en plénière et ils voteront à ce moment-là et ça fera partie du programme opérationnel pour 2022. Donc, on va passer au premier panel sur les informations consommateurs. Je vais vous présenter les panélistes tout d'abord et ensuite on aura des remarques d'introduction. Nous avons Sylvain Chevansu, nous avons Amandine Rogeman, membre de la Convention citoyenne pour le climat, Rainer Schneider, de Werner et Merz, et nous avons Jean-Luc Manot, président de l'association consommateur CLCV. Donc, on va les entendre prendre la parole. Donc, Philippe va tout d'abord prendre la parole, Philippe Guillermin. Il va nous parler de l'importance de ces questions actuellement. Il va nous donner une vue d'ensemble des propositions législatives et des actions. Donc, Philippe, je vous donne la parole. Merci, Cathy. Oui, mon propos va être essentiellement de préciser ou de repréciser, parce que je crois qu'à travers les propos du ministre tout à l'heure, la ligne, disons, des autorités françaises, du gouvernement français et de la présidence française du Conseil de l'Union a été largement tracée. Mon propos va s'en tenir essentiellement, va se limiter, puisque c'est l'objet du panel 1, à la question de l'information des consommateurs, à travers notamment l'expérience nationale en la matière, puisque on a effectivement déjà un petit peu
d'acquis, si je puis dire, sur ce sujet. Plus globalement, plus personne ne conteste aujourd'hui la nécessité de la transition écologique, mais la réussite de cette transition, elle suppose l'émergence de nouveaux modèles économiques que ceux que nous connaissons ou que nous avons connus jusqu'alors. Globalement, si on veut schématiser, il s'agit de passer d'une économie qu'on qualifie de linéaire, hein, qui se résume parfois un peu trivialement à la formule extraire, fabriquer, consommer, jeter, à une logique d'économie qu'on qualifie de circulaire, avec notamment le souci de la maîtrise des ressources à toutes les étapes du cycle de vie des produits, des biens ou des services, la valorisation de la réparation des produits et leur réemploi, bien évidemment, le recyclage des déchets. Donc c'est un modèle économique, une logique économique, disons, différente et en tout cas à celle que nous connaissons. C'est en tout cas cet objectif-là que le gouvernement français s'est fixé. Il y a eu beaucoup de brainstorming, de réflexion. Il y a eu avant même l'adoption de textes législatifs sur lesquels je vais revenir dans un instant, une feuille de route pour l'économie circulaire qui avait été élaborée. Et donc, avant de passer, comme je vous le disais, à une modification du cadre juridique, il y a eu donc tout un travail en amont de réflexion. Les étapes majeures, effectivement, et j'en parle à l'instant, ce sont les deux textes qui ont été récemment adoptés. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Le ministre rappelait tout à l'heure qu'on fêtait aujourd'hui ces 2 années, ces 2 ans. Et l'autre étape législative décisive, c'est effectivement la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces deux textes, et je vais m'en tenir à l'objet du panel pour ce qui nous concerne, ont une caractéristique commune, enfin une des caractéristiques communes à ces deux textes, exactement, c'est de faire du consommateur un acteur majeur de la transition écologique en lui donnant les moyens de faire un choix éclairé en faveur de produits durables et de réduire ainsi son empreinte environnementale. C'est un trait commun à ces deux textes. Alors bien évidemment, ces deux textes contiennent d'autres mesures, bien évidemment, qui n'intéressent pas seulement que l'information du consommateur, mais c'est un axe fort et cela s'explique par la nécessité de répondre aujourd'hui aux aspirations des consommateurs, qui sont quand même aussi des citoyens, bien évidemment, et acter le fait que dans les politiques publiques de protection des consommateurs, la dimension environnementale prend une part de plus en plus importante, de plus en plus prégnante. Et c'est cet objectif, en tout cas, cette nécessité que ces deux textes traduisent. Alors bien évidemment, pour que le consommateur soit un acteur majeur de la transition écologique, cela suppose bien évidemment que son information, l'information qui est délivrée à celui-ci, eh bien effectivement, soit renforcée s'agissant des qualités. Elle doit absolument porter sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets et en premier lieu sur leur réparabilité. Alors je ne vais pas déflorer plus avant ces aspects techniques, en tout cas le contenu de ces mesures, puisque ça fera l'objet notamment des propos qui seront tenus par les intervenants du panel, mais la ligne en tout cas est bien celle-ci. Alors, je viens de vous parler un petit peu du fil conducteur de l'action des pouvoirs publics, des autorités françaises, et maintenant je voudrais insister sur la position justement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne sur ces sujets-là, et qui est bien évidemment parfaitement cohérente avec ce que l'on a fait au niveau national. C'est pour ça que le ministre l'a souligné, et je crois qu'il faudrait réaffirmer maintenant, la présidence française se réjouit en quelque sorte
d'une convergence entre ce qui a été fait au niveau national, à travers les deux lois que je vous ai rappelées, et l'objectif, les orientations que l'on retrouve dans l'agenda de la Commission en faveur de la protection des consommateurs pour les années 2020-2025. Le commissaire Reynders en a parlé. Et au-delà des actions qui ont déjà été menées, bien évidemment, l'étape décisive prochaine que l'on attend avec impatience, c'est effectivement une évolution du cadre juridique européen, à travers notamment, et il en a été question lors du discours du commissaire Reynders, d'initiatives législatives qui vont aller dans ce sens-là et qui réviseront, pour m'en tenir seulement à cet aspect-là, notamment la directive de 2011 sur les droits des consommateurs qui, comme vous le savez, harmonise au niveau européen les informations, les obligations d'information qui doivent être fournies aux consommateurs. Donc de ce point de vue-là, bien évidemment, la présidence française sera en entier soutien à cette initiative de la Commission et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les travaux évoluent dès lors que cette proposition de directive qu'on attend pour fin mars sera mise sur la table. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction et je repasse la parole à Cathy pour la suite du panel. Merci de votre attention. Thank you very much indeed. It's a great support there from the French presidency, and yes, the consumer has to be a major player in this environmental transition. We know that. So let's hear some more about how that we can make that happen. Let's move to our first panelist, Sylvain Chevassus, from the French Ministry of Ecological Transition. Sylvain's working on the circular economy and sustainable production issues. So Sylvain, first question to you. How can we get better information on things like durability and repairability of products? I mean, this is such a big issue. Should this information be made compulsory in the EU? Because I know that you have got a repair score that you have in France. Really interesting that the way it's happening here in France. Tell us some more about that. Oui, merci beaucoup Cathy. Effectivement, comme cela a été évoqué précédemment dans la session plénière et puis en introduction par Philippe Guillermin, nous sommes convaincus que le succès pour la transition vers l'économie circulaire passe aussi par le consommateur. Mais pour que le consommateur ait les moyens de jouer son rôle pour cette transition vers l'économie circulaire, il faut effectivement qu'il ait des informations de qualité, notamment sur la durabilité et la réparabilité des produits. L'enjeu, c'est bien sûr que ces informations soient pertinentes, soient fiables, soient des informations de qualité. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il faut que ces informations soient encadrées, soient basées sur les mêmes méthodes, le même format, et de préférence encadré par les pouvoirs publics en étroite concertation avec les fabricants et l'ensemble des parties prenantes concernées. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit et avec cet objectif que nous avons introduit en France un indice réparabilité sur les produits électroniques depuis le 1er janvier de l'année dernière, en commençant par 5 premières catégories de produits, qui sont les lave-linges, les ordinateurs, les smartphones, etc. Alors, en quoi consiste cet indice réparabilité? C'est en fait une note sur 10, basée sur la pondération de plusieurs critères, comme la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées, la documentation technique, la démontabilité du produit, le prix, etc. Et ce score est associé à un code couleur qui est lié au niveau de réparabilité du produit et donc un logo officiel facilement reconnaissable par les consommateurs. Nous travaillons à continuer le développement de cet indice réparabilité pour de nouvelles catégories de produits. Nous avons également un projet d'indice durabilité des produits qui viendra dans quelques temps, 1 ou 2 années, compléter l'indice réparabilité avec des critères supplémentaires liés à la fiabilité, à la robustesse, à la résistance des produits.
Et je dirais également que pour la qualité de ces informations et du système qui les produit, la gouvernance est un enjeu majeur. Donc, un système très participatif. Pour notre indice réparabilité, nous avons mené 2 ans de travaux techniques pour définir les critères, notamment au biais de groupes de travail à la fois transversales et sectoriels. Le niveau européen est très important. Nous avançons au niveau national, mais nous appelons de nos vœux le déploiement de l'indice réparabilité au niveau européen, qui est très important parce que nous avons des politiques communes d'économie circulaire, le marché intérieur, donc c'est le bon niveau économique. La Commission a d'ailleurs lancé des projets d'indice réparabilité pour les smartphones et les tablettes, et nous nous en réjouissons. So maybe that could be one of the joint actions, and we want to Ça know pourrait être une des actions communes. On aimerait savoir quels sont vos avis par rapport à ça, quelles sont vos réflexions, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine et comment est-ce qu'on pourrait élargir cela. Sylvain aussi, j'aimerais vous demander, qu'en est-il du système de score que vous avez en France? Vous avez donc des étiquettes avec un score environnemental afin que les consommateurs sachent quels sont les impacts environnementaux de ce qu'ils achètent. Une autre disposition qui est développée dans le cadre des lois AGEC loi pour l'économie circulaire et loi pour le climat qui ont été évoquées par Philippe Guillermin. Nous pensons effectivement que cette information environnementale sur les produits est très utile pour les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. De nombreuses études ont montré le fort intérêt des consommateurs pour cette information environnementale sur les produits, le potentiel important aussi pour la modification des comportements vers des achats plus vertueux. Mais donc de la même manière que pour l'indice réparabilité, j'en reviens au sujet de la gouvernance et de la nécessité d'une standardisation, le besoin de se baser sur des méthodes communes, sur un format commun, qui fasse aussi l'objet d'un consensus. Donc, le besoin de déterminer tout cela en étroite concertation avec les industriels et avec les parties prenantes. Et c'est ce que nous faisons en France. C'est ce qui est prévu par la loi climat. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'il s'agit d'une demande directe de la part des citoyens, puisqu'il s'agit d'une des principales mesures prônées par la Convention citoyenne pour le climat, qui sera également évoquée par Amandine Rogman. Et donc, c'est dans ce contexte que cette disposition a été inscrite dans la loi climat. Et nous visons une mise en œuvre de cet affichage environnemental, tel que nous l'appelons en France, à partir de 2023, progressive, catégorie de produits par catégorie de produits, après des expérimentations. Ces expérimentations sont en cours. Celle dans les produits alimentaires vient de s'achever. Nous continuons celle sur les produits textiles. Nous en lancerons de nouvelles, notamment en ce qui concerne l'ameublement. Et puis, dans le même temps, nous contribuons aux travaux européens sur l'empreinte environnementale des produits. Alors, je dirais que, très rapidement pour conclure, l'enjeu majeur, c'est la qualité des méthodes pour définir cette information environnementale, la qualité des données, des bases de données, le besoin de se baser sur des outils communs. Et tout cela fait l'objet de travaux importants au niveau français et européen, et nous appelons également à la convergence des approches. Well, thank you very much indeed. Some really amazing schemes happening here in France, and obviously very, very popular with consumers. Let's turn now to Amandine Rogerman, member of the French Citizens Climate Convention. Good to you told me that you were joining us from the Palais de Versailles, where you're working at the moment. But if you don't know the French Citizens Climate Convention, it's 150 French citizens chosen at random, mandated by the government to propose laws and measures to reduce greenhouse gas emissions. Really, that in itself is an interview, but we haven't got time to talk to Amandine about that. But because I really want to just ask you how you can really raise. Je voulais vous demander comment est-ce que vous pouvez améliorer la sensibilisation des consommateurs pour promouvoir la consommation durable. À vous, Amandine.
Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien, puisque je suis la première à intervenir en Zoom ce matin. Merci aussi à Monsieur Chevassus pour m'avoir fait cette parfaite transition. Je voulais vous dire des choses assez concrètes ce matin. Donc tout d'abord, nous, dans le cadre de la Convention, comment est-ce qu'on s'était posé cette question de la prise de conscience des citoyens? Alors, premier prérequis, on l'a dit et redit ce matin, mais c'était une de nos réflexions centrales, c'est l'accès à une information claire et fiable. Pour cela, nous, on avait proposé dans nos travaux qui ont été publiés et remis au gouvernement français en 2020, on avait proposé la régulation de la publicité. Puisqu'on le sait, la publicité pour les consommateurs et les citoyens auxquels je m'identifie et dont j'ai la chance de porter la parole aujourd'hui, la publicité reste un levier très important dans nos choix de consommation. C'est-à-dire que même si on a changé les canaux de diffusion, je pense, majoritaires de la publicité avec un passage massif au numérique, ça n'empêche que voilà, on reste sur une réception massive, hein, vous connaissez tous les chiffres, plus de 1200 messages publicitaires en moyenne par jour qui sont vus et reçus par les consommateurs. Donc lors de nos travaux avec les citoyens, c'est vrai qu'on n'a pas fustigé la publicité dans son ensemble, mais on a fait le constat de certaines incohérences qu'elle véhiculait face à l'objectif d'une consommation plus vertueuse et plus responsable. On a quand même via la publicité aujourd'hui une incitation à la surconsommation et la promotion encore aujourd'hui de produits nocifs pour l'environnement qui devraient, nous on le pense, être signalés tels quels, voire interdits de publicité. Donc là, je vous livre en l'état les réflexions qui avaient été portées par les citoyens et qui ne sont pas forcément toutes reprises de cette manière aujourd'hui dans la législation française. Deuxième point de cette information claire et fiable, et M. Chevassus l'a dit, là-dessus on est assez avancé, c'est la mise en place généralisée et obligatoire d'un affichage carbone des produits. Donc cette expérimentation actuelle, je pense, répond à un besoin de nos concitoyens, et pas que des concitoyens français, des concitoyens européens aussi. Je lisais des chiffres avant d'intervenir aujourd'hui, 85% des consommateurs européens souhaiteraient être mieux informés sur la durabilité d'un produit au moment de l'achat. Donc ça me paraît être central. Je pense que les citoyens sont en droit d'exiger ces données quantifiables et vérifiables aujourd'hui sans être noyés dans un océan d'informations que seuls des spécialistes sauraient décrypter. C'est peut-être ça le problème aujourd'hui, c'est pas le manque d'informations, c'est le fait de s'y retrouver, voilà, pour un consommateur. Ensuite, ce que je voulais vous dire comme autre point important pour moi de cette question de la sensibilisation. Amandine, can I just interrupt? Oui, interrompez-moi. Sorry, Amandine, I was just interrupting you. Désolée, Amandine, de vous interrompre. Je voulais vous demander. I'm getting feedback. I'm sorry. Just wanted to ask you what you think that member states in the EU can actually do to really help in this race. Que pensez-vous que les États membres peuvent faire pour renforcer cette sensibilisation citoyenne? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs choses. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'à mon avis, j'ai pas la prétention de parler au nom de tous les citoyens, mais dans ma réponse, je souhaite m'inspirer également des travaux qui sont menés en termes de consultation citoyenne par d'autres États membres et aussi à d'autres niveaux, au niveau français. Je voudrais ici convoquer notamment les réflexions qui ont été menées par d'autres citoyens français dans le cadre de la consultation pour la conférence de l'avenir de l'Europe, puisqu'on voit que beaucoup des préoccupations convergent avec les travaux de la Convention citoyenne. Je pense que, on l'a dit, un désir d'uniformisation. C'est un des principes de base qui est attendu au niveau européen par les citoyens. Quand je parle des différentes, si vous voulez, formes d'information qui sont communiquées, on est en droit d'exiger que ceci soit uniformisé au niveau européen. Idem, j'allais parler tout à l'heure, j'en ai pas eu le temps, de l'importance de l'accessibilité d'une transition pour tous. Nous avions proposé la mise en place de chèques alimentaires pour des produits, l'accès à des produits durables pour tous, pour qu'il n'y ait pas une consommation à deux vitesses. Je pense que cette proposition peut être étudiée au niveau européen également et pas qu'à des niveaux nationaux.
Ensuite, tout ce qui est la police européenne de l'environnement, le droit de contrôle des citoyens, c'est-à-dire comment on fait que les citoyens et les consommateurs soient plus responsables aujourd'hui. Ceci peut aussi être traité au niveau européen. Et je pense que ça pose la question en fait de la responsabilité partagée. C'est-à-dire que cette question de la consommation, moi je la vois à la fois comme une obligation de la puissance publique, mais aussi un acte citoyen. Je pense qu'il y a de plus en plus de liens entre le statut du consommateur et le statut de la citoyenneté. C'est notre premier rapport à la prise de décision aussi dans notre quotidien. Et je pense que si l'Europe parvenait à légiférer et en tout cas à faire rentrer des dispositifs simples et efficaces dans le quotidien de tous les citoyens européens, ce serait aussi une manière de rapprocher l'Europe des citoyens. Et on sait à quel point c'est un enjeu majeur. C'est quelque chose qui est ressorti beaucoup chez nous en France dans les études pour la conférence de l'avenir de l'Europe, le manque de transparence, l'éloignement classique de l'Europe dont on ne comprend pas la prise de décision. Si ce volet-là de la consommation est traité de manière efficace, je pense que ça peut renforcer l'identité européenne et le sentiment d'européanité de nos consommateurs. Voilà, merci. Thank you very much indeed. So, including citizens in the decision Merci making. beaucoup. Donc, inclure les citoyens dans le processus de décision, c'est très important. Désolée. On a beaucoup de questions sur la question de la réparabilité. J'y viendrai, mais je vais me tourner tout d'abord vers les autres panélistes. Jean-Yves Manot, président de l'association CLCV. J'aimerais savoir comment est-ce que vous dialoguez avec les consommateurs, les citoyens qui ne sont pas vraiment intéressés dans ce type d'information. Et je suis sûre qu'il y a de nombreux citoyens qui correspondent à cette catégorie. La traduction en même temps. Donc, pourriez-vous synthétiser votre question en français? Ou pas? Bon. Visiblement non. Allô? Oui, oui, en fait, je voudrais juste... Oh, vous n'avez pas l'entrée. OK. Je voudrais juste savoir... Excuse-moi, je vais enlever ça. Je voudrais savoir comment on peut vraiment, peut-être vous pouvez m'aider un peu, Philippe, mais comment on peut vraiment lever Intéresser les consommateurs à ces questions. Voilà, c'est ça. Oui, intéresser le consommateur. OK. OK. Oui, c'est plutôt la façon dont on peut intéresser les consommateurs à ces questions. Et surtout les consommateurs qui normalement n'ont pas un intérêt dans le sujet. OK, oui. Enfin, je pense qu'il y a une situation, une évolution de prise de conscience globale sur la nécessité d'avoir une action sur la politique environnementale, puisque les conséquences sont extrêmement importantes pour nous tous. Je crois qu'on n'en est plus là. Je crois qu'il faut prendre acte de la prise de conscience du public et des consommateurs en général par rapport à ces questions. Je dirais d'ailleurs, la preuve, c'est que les entreprises ont anticipé presque les réglementations, l'évolution des réglementations ou la création de réglementations en matière d'environnement, puisque certaines sociétés ont utilisé à des fins publicitaires des allégations environnementales un peu surprenantes. Il est clair de voir de façon surprenante l'argument de neutre en carbone sur une bouteille d'eau en plastique. Il est aussi surprenant de trouver des éléments publicitaires 100% recyclables sur des produits dont on sait potentiellement que rien n'a été organisé pour recycler ce type de produit. C'est d'ailleurs pour ça que l'organisation que je préside, la CLCV, a engagé des actions en justice contre ces sociétés-là pour pratiques commerciales trompeuses, car invérifiables, les affirmations qu'ils donnent sont invérifiables pour le moment, même si les textes sont en train d'être élaborés, et que en tout état de Jean, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que je peux aussi demander
un problème, c'est de donner trop d'informations aux consommateurs. C'est ça qui peut être un problème. Non, mais sans aucun doute. Mais quand on met une information neutre en carbone, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le consommateur? Ça veut dire, a priori, c'est que potentiellement, on a fait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. La réalité, c'est souvent qu'on a planté des arbres, je ne sais où, dans le monde entier, sans vérification. En fait, on a acheté des droits à polluer. Soyons clairs. Et je pense que pour le consommateur, l'information neutre en carbone doit être au moins précisée, compensée par qu'on ne soit pas victime d'une argumentation allégation environnementale excessive, trompeuse. Et au moins, à ce moment-là, le consommateur pourra être informé de la réalité, oui ou non, d'une réflexion globale dans les produits qui rentrent dans le produit qu'on achète, des efforts significatifs de l'entreprise pour baisser les transports, vérifier que les produits qui ont mis, potentiellement la culture des produits, etc., n'ont pas été uniquement avec des pesticides, etc. Tous ces éléments-là doivent être donnés par un logo crédible aux consommateurs. Je pense je pense qu'au bout d'un certain temps, les enquêtes démontreront l'inefficacité de logos utilisés trop largement et que, parallèlement à la réglementation, il faut savoir comment on va contrôler, qui va contrôler, à quel rythme, et que potentiellement, quelles sont les sanctions qui seront envisagées dans les textes réglementaires ou législatifs pour arriver à contrer les allégations mensongères qui ne manqueront pas d'exister. Well, thank you very much indeed for that, Jean-Yves. So some really important points. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour votre contribution. Vous avez souligné de nombreux points importants concernant l'affichage. Je vais maintenant me tourner vers le directeur associé de Werner et Merz. Donc, ils vendent des produits de nettoyage qui sont étiquetés écolo. Donc, comment est-ce que vous gérez cela? Pouvez-vous nous dire si les consommateurs ont vraiment l'information dont ils ont besoin lorsqu'ils effectuent leurs achats? Alors, effectivement, il y a beaucoup de distractions pour le consommateur et ces indications sont cruciales et il est nécessaire d'éduquer dès le plus jeune âge les consommateurs dans les écoles pour étudier quels sont les critères qui sont pertinents pour les industries. Et également sur le fonctionnement de l'économie. On parle beaucoup des bilans carbone, de la neutralité carbone, et Jean-Yves Manot vient de le mentionner, et il a absolument raison. Souvent, on parle de l'empreinte carbone, mais la durabilité, c'est plus que cela, ça va plus loin. Et donc, il y a de grandes différences en fonction des critères choisis par les industries. Et c'est une question de crédibilité également. Ces allégations écologiques, on devrait être en mesure de les mesurer, de savoir quel est leur potentiel, quel est le potentiel des entreprises pour agir de manière plus écologique. Et ceci manque. Les agences proposent des questionnaires, mais avec des questions sur la mesure de l'empreinte carbone, mais il y a également des processus qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. Et donc, il faut être en mesure de réaliser ces estimations pour et ils essayent souvent de trouver un équilibre et ceci mène à si vous voulez à un impact négatif sur la confiance. Et il faut
Bien sûr, tout cela a l'air complexe et onéreux, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a déjà la certification EMA en Europe qui réalise des contrôles. Et si on ne fait pas cela, il y aura beaucoup trop de greenwashing. Can that be duplicated, do you think, in other member states? Alors, qu'en est-il du système allemand? Est-ce que celui-ci peut être répliqué dans d'autres États membres? Submitting themselves to a verification scheme. What do you think, Reinhard? Could this become one of the joint? Qu'en pensez-vous, Reinhard? Pouvons-nous proposer ce type d'élément? Eh bien, à mon avis, ça peut être un bon pas qui va dans la bonne direction, car ainsi, vous pouvez avoir une organisation indépendante qui évalue le contenu de ces certificats. Quelles sont les industries qui peuvent l'utiliser? Et donc, bien sûr, il peut toujours y avoir des erreurs, mais lorsque c'est réalisé par des organisations indépendantes, cela peut aider à orienter le processus. Mais au final, il devrait y avoir une équipe d'audit qui identifie les critères qui sont pertinents pour telle ou telle industrie, quels sont les pourcentages qui peuvent être appliqués et finalement, cette initiative pourrait être un premier pas dans la bonne direction. L'objectif est de créer de la confiance. Autrement, les consommateurs vont s'éloigner de ces allégations trompeuses. Absolutely. Oh, thank you very much, Lisa. Absolument. Merci beaucoup. Very nice. J'aime beaucoup la petite fleur qui sort de votre poche, d'ailleurs. Alors, je vais maintenant donner la parole au public. On aimerait avoir vos retours. On peut vous voir sur Zoom. Certains d'entre vous ont allumé leur caméra. Alors, y a-t-il des demandes de prise de parole? Qui souhaite intervenir? Entre-temps, Sylvain, nous avons quelqu'un qui vient de demander la parole. Marike Aden du ministère de la Justice allemand. Yes, hello. Je vous vois. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Alors, essayez d'être brève, s'il vous plaît. Quelles sont vos propositions? Alors, merci de me donner l'occasion d'intervenir. Je vais revenir sur l'initiative qui vient d'être mentionnée. C'est une initiative lancée par le gouvernement allemand et qui porte sur la clarté de l'affichage des labels. Et donc, ce n'est pas un label en soi, c'est une initiative qui évalue les labels, car on pense que les labels peuvent finalement avoir l'effet inverse sur les consommateurs, puisqu'il y en a de plus en plus. De nombreux ont des objectifs purement commerciaux, de marketing. On utilise de plus en plus le label neutralité carbone et les consommateurs ne comprennent pas vraiment pourquoi, par exemple, une bouteille en plastique est neutre sur le plan du carbone. Donc, l'objectif de cette initiative est de remettre en question la crédibilité donc de ces labels. Donc, désolé de vous interrompre, nous avons peu de temps. C'est une action qui est vraiment intéressante et qui pourrait être dupliquée dans d'autres États membres. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'ajouter cette action?
Donc, Marek, on va avancer, mais voilà, c'est la question que je lance pour la suite. J'ai maintenant Blanca de l'association des consommateurs européens. Oui, bonjour à tous. Alors oui, je voulais dire que il y a une chose qui manque. Eh bien, c'est que les consommateurs n'ont pas suffisamment accès au label éco. Différents critères sont utilisés par les labels pour réduire l'impact environnemental du produit, mais la réalité, c'est que dans certains pays, les consommateurs ont un accès plus facilité à ces produits étiquetés éco, mais ce n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne. Dans certains pays, ils sont moins visibles. Donc je pense qu'au lieu de réinventer la roue avec de nouveaux affichages, je pense qu'on devrait exploiter les affichages existants, ceux qui sont fiables, et augmenter l'offre de produits écologiques pour les consommateurs, pour qu'ils soient visibles en magasin. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un problème. Donc, je propose une action, donc inciter les détaillants à mieux ok, donc ce serait une de nos actions communes. à ces produits pour les consommateurs. Je sais que certains d'entre vous ont travaillé là-dessus, donc on ne s'attend pas à ce que vous inventiez ces idées tout de suite. On a donc Luis Silveira Rodriguez aimerait prendre la parole. Vous êtes là, Luis? Oui, merci beaucoup. Je voulais parler d'une initiative en cours au Portugal. Il y avait trop de plastique, donc il y avait une initiative en 2019. On invitait donc aux consommateurs de partager des images de produits où il y a du plastique qui n'est pas nécessaire, donc ils pouvaient. Leur objectif est d'identifier cela et on doit contacter les fournisseurs, leur demander de réduire les emballages excessifs. L'initiative est toujours en cours et il y a eu beaucoup de visibilité, un problème important, et ceci a sensibilisé à cela les consommateurs et chacun est impliqué dans ce besoin de changement. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui ont pu être impliqués. Il y a eu des photos donc pour dénoncer l'utilisation de plastique excessif. Donc les consommateurs ont pris des photos, ont envoyé, et ça a été envoyé aux commerçants, et la plupart des commerçants reconnaissent le problème et changent leur comportement. Ok, donc on a pu voir les problèmes suite à cela. Je vais devoir vous interrompre, Louis, désolé. Ça semble bien. Effectivement, il y avait donc l'utilisation de plastique excessif. Donc, c'est l'organisation portugaise. Je noterai dans le chat si vous voulez plus d'informations. Merci. Donc, on a eu aussi un retour de la part de l'EEA. Oui, en ce qui concerne les études récentes, on voit que qu'il y a du scepticisme en ce qui concerne le marque de distributeur.
la crédibilité aussi est touchée par cela. En ce qui concerne le label écologique, donc l'importance du label écologique crédible. Donc il ne faut pas que ce soit que des revendications marketing. Et la voix des consommateurs doit être entendue dans les propositions pour les différentes initiatives. On a travaillé avec les consommateurs depuis un certain nombre d'années, donc ce n'est pas une expertise environnementale qui est nécessaire pour avoir ces initiatives pour les consommateurs. La proposition, c'est comment pouvoir contacter tous les consommateurs. Je sais qu'il y a différentes initiatives au niveau national et on doit apprendre les uns des autres. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, quand on voit sur Slido, beaucoup de gens disent, et j'ai entendu d'après ce que vous avez dit aussi, lors de l'atelier, trop d'informations, c'est une mauvaise chose également parce que on a une surcharge d'informations, donc on doit vraiment voir quel est le bon niveau. Et McDonald's d'Eurocommerce, à vous. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? On vous entend. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Bianca a dit du Conseil économique et c'est donc l'anniversaire du label écologique cette année et vous voulez profiter de cette occasion pour promouvoir le label écologique. C'est une tâche pour nous en tant que secteur, mais aussi pour les producteurs, parce que un problème pour les détaillants, c'est qu'ils veulent le promouvoir et la Commission a ce catalogue électronique qui peut être utilisé avec un portail de données pour obtenir tous les numéros, les informations nécessaires pour afficher au niveau du label écologique. Et donc, on aimerait aider par rapport à ça, mais on a aussi besoin de l'aide de la part des producteurs parce qu'ils doivent remplir cette base de données avec les informations correctes concernant les produits. Seulement si les informations dans la base de données que ça peut fonctionner, on peut faire quelque chose de pratique suite à cela et appuyer le label écologique. Merci. Ok, merci beaucoup. Christophe Lefebvre de l'ESC était apparu à l'écran. Vous pouvez intervenir, ensuite on passera au vote. C'est à vous, Christophe. Oui, merci. Je voudrais juste intervenir une petite minute. La société civile organisée que je représente ici en tant que membre du Comité économique et social européen dispose d'un groupe de représentants des consommateurs et on a organisé en décembre dernier la 22e édition de la Journée européenne des consommateurs avec des conclusions essentielles comme la nécessité que la transition numérique se mette au service de la transition écologique, mais pour être très précis, à titre d'exemple, c'est la question de savoir comment bénéficier des dernières technologies sans devoir jeter en permanence des téléphones, des batteries et des chargeurs. Alors notre comité va beaucoup plus loin que les propositions de base de la Commission et s'est saisi de ces sujets en imposant par exemple un seul type de chargeur USB pour tous les appareils rechargeables, mais aussi en promouvant, en demandant le remplacement facile et peu onéreux des batteries. Il y a eu des avis d'initiative sur l'interdiction de l'obsolescence contrôlée. Et évidemment, on s'est saisi de la labellisation et des normes pour répondre à cette nécessité de lutter contre les allégations environnementales. Voilà, le temps de parole qu'on m'avait fixé au départ étant écoulé, je propose que l'an prochain, un représentant du groupe des consommateurs du Comité économique et social européen fasse partie du panel pour exposer l'ensemble de nos contributions à la législation. Voilà, je vous remercie. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ceci. Nous allons donc rassembler les propositions qu'on a jusqu'à présent sur Slido et on va pouvoir voter par rapport à ceci. On a des éléments tels que le programme allemand Siegel Klarheit. On a aussi parlé du fait qu'on doit vraiment appuyer ce programme de label écologique. L'organisation portugaise aussi qui s'inquiète par rapport au plastique et le
fait que les consommateurs envoient des photos des emballages excessifs pour l'envoyer aux producteurs pour qu'ils arrêtent d'utiliser tant d'emballages. Donc, vous pourrez voter sur Slido. Je vais juste adresser ces questions, Sylvain, sur la repérabilité. Est-ce que vous voyez les questions ici qui sont apparues? Quelle organisation a introduit l'index de repérabilité? Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Merci, Cathy. Alors, je suis désolé si je n'ai pas été totalement clair. L'indice réparabilité est basé sur une disposition réglementaire, donc il a été introduit par les pouvoirs publics. Après, comme je l'ai dit, une étroite concertation avec les parties prenantes. Il est donc obligatoire en France depuis 1 an. Nous avons effectivement déjà beaucoup de retours très positifs de la part des consommateurs, que ce soit en termes d'intérêt pour cette information, de son utilité et de la notoriété. L'ADEME, cette année, va mener une étude sur plus large et plus importante sur l'évaluation de cet indice réparabilité, et puis des premiers contrôles seront effectués également sur le marché. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut voter sur Slido actuellement. Voyons voir s'il y a d'autres questions. Oui, quelqu'un ici a dit... Ah oui, d'accord, on a le vote maintenant. Mais il y a l'inquiétude que le fait qu'il y ait trop d'étiquettes, effectivement, ça peut repousser le consommateur. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, Philippe? Oui, il y a un adage qui dit trop d'informations tue l'information. Non, le vrai souci, c'est ça. Je crois que ça a été abordé, effectivement. Il y a la problématique de la fiabilité de ces informations qui en passe nécessairement par une qualité. Mais il y a effectivement la question de la lisibilité. Non seulement de l'accessibilité, mais de la lisibilité. Et ça, c'est vrai, je crois que c'est un enjeu majeur, alors qui devra être traité notamment à travers les travaux européens. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, l'échelon européen, comme on l'a déjà dit, c'est l'échelon le plus adapté, et c'est quand même aussi une manière d'harmoniser, d'uniformiser la présentation de ces informations. Et ça, je crois que c'est un des enjeux majeurs des débats qui vont se tenir là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à travers l'initiative législative qui sera présentée par la Commission européenne. Great. Well, let's. Do you want to look at the poll? Alors, est-ce que vous pouvez regarder le sondage sur Slido? Vous verrez les propositions qui sont apparues lors de la session. Donc, ce sont des programmes pratiques qui peuvent être mis en place, des priorités opérationnelles pour la Commission européenne lors de cette année. Donc, la clarté des étiquettes, comme on a eu de la part de l'Allemagne. On avait parlé aussi des produits avec le label écologique et comment est-ce que les étiquettes durables peuvent être plus fiables pour les consommateurs. S'assurer aussi d'avoir une campagne de reproduction de plastique, on a entendu du Portugal, ou une action sur la sensibilisation à la livraison des produits. Faire entendre la voix des consommateurs lors d'une initiative. On a entendu ça de la part des panélistes. Donc, si vous pouvez en choisir deux, s'il vous plaît, deux initiatives, et on verra les favorites dont on pourra parler dans la session suivante. Donc, il y a pas mal de choix. Donc, clarté des étiquettes, label écologique, etc. S'assurer que les étiquettes soient plus fiables et avoir un atelier sur le sujet. La campagne plastique aussi, c'était intéressant. Donc, vous pouvez voir les ateliers sur la confiance. Ça semble être important à nos yeux. La clarté aussi des étiquettes. On va attendre un petit peu, ça prend un peu de temps pour avoir les résultats.
On avait 64 voix, donc on va attendre un peu plus longtemps pour qu'on puisse voter. La difficulté ici, c'est de trouver des choses qui sont pratiques et faisables dans cette année à venir. Et une organisation ou un pays peut être responsable de cela, mais il faut que ce soit mis en pratique dans différents pays, donc que ça s'applique à différents pays. Alors, je crois qu'on peut clôturer le vote. Lors de ce panel 1, on voit que ce que nous préférons, c'est donc d'organiser des ateliers ou d'autres types d'actions pour s'assurer que les étiquettes durables, que les consommateurs puissent faire confiance en ces étiquettes. Et ensuite, c'est le projet de sensibilisation pour améliorer la clarté pour les consommateurs. Donc, c'est assez semblable. Donc, peut-être que je vais oser proposer une troisième. C'est donc la promotion du label écologique. Donc, on verra ce que Tina communiquera lors de la session plénière. Donc, je crois que c'est la fin du panel 1. On a parlé de l'information consommateur. On va donc maintenant passer au deuxième panel où on va parler du greenwashing. On a vu ceci, on a vu le langage vague, on voit la possibilité de durabilité, il y a beaucoup de revendications, on a parlé du greenwashing, donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer. On a donc un autre panel pour cette session. Nous avons Eva Schneider de AIM. Nous avons Amy Gustafsson, conseillère juridique de l'agence consommateur suédoise, et Mathias Jacquin. Et pour vous donner une vue d'ensemble et afin d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le chef d'unité DG Justice et Affaires consommateurs. Ça fait plaisir de vous voir. Angelo Greco, merci beaucoup. On a vu au début de la discussion ce matin à quel point il est important pour les consommateurs de voir les bonnes informations sur l'impact environnemental des produits et les services. On doit s'assurer que ces informations soient simplifiées et soient compréhensibles et fiables pour les consommateurs sous différentes formes. Et ces informations doivent être harmonisées, comme on a mentionné, à travers l'Union européenne pour profiter du marché interne. Lors de ce panel, on va analyser les aspects complémentaires, c'est-à-dire le besoin de prévenir l'utilisation de revendications à caractère environnemental. On a entendu ça ce matin. Le greenwashing reste un des obstacles majeurs pour les consommateurs lorsqu'ils veulent prendre des décisions d'achat durables. Donc, la lutte contre le greenwashing, ça a été une priorité politique dans l'Union depuis un certain nombre d'années. À la Commission, avec les autorités de la coopération de protection des consommateurs, on travaille ensemble sur une large gamme d'activités dans ce domaine, telles que les enquêtes conjointes d'entreprises, des pratiques de marché, pour voir quelles sont les infractions. On travaille aussi par entreprise avec la promesse de consommation verte. On a vu que le problème est propagé dans l'Union européenne. En 2020, on a vu qu'il y a une prévalence de revendications vagues, exagérées et fausses. Il y a des allégations écologiques trompeuses et donc nous avons dû enquêter là-dessus et avoir des actions de suivi de la part des autorités. On a vu aussi, d'après notre expérience, que les enquêtes, la surveillance, etc., ne peuvent pas régler le problème entièrement.
Et il est important d'aider aux entreprises d'être conformes aux règles pour vraiment aider l'industrie. Donc, avoir plus de clarté par rapport aux critères et comment mesurer l'impact environnemental des produits et des services. C'est un problème qui a été soulevé par l'industrie, mais aussi les autorités qui veulent des règles et des critères qui peuvent être appliqués de manière simple. Et quand on parle du greenwashing, effectivement, de la lutte contre cela, qu'il y a des exigences réglementaires, juridiques qui sont harmonisées au niveau de l'Union. Donc l'application de ces règles devrait apporter les mêmes résultats à travers l'Union européenne. Et nous avons donc l'organe de législation, la Commission a publié un guide sur cela. Et dans ce contexte, la directive demande à ce que ces revendications à caractère environnemental soient réelles et qu'il faut qu'il y ait des preuves pour appuyer ces revendications. Et il faut que ce soit compréhensible lorsque les autorités exécutives enquêtent là-dessus. Donc, en ce qu'il y a des réclamations, des revendications, etc., pour ajouter quelque chose aussi, la Commission, comme on l'a entendu, prépare 2 propositions législatives concernant les consommateurs dans la transition verte. Ce devrait être adopté fin mars avec un certain nombre d'initiatives, avec le Pacte vert pour l'Europe, les plans d'action pour l'économie circulaire, et nous avons aussi des produits durables, etc. Donc les 2 propositions mettent vraiment les consommateurs au cœur de cette transition verte. En ce qui concerne les points de vente, les caractéristiques environnementales, la durabilité, la réparabilité, et nous avons établi une méthode de communication et pour documenter les informations environnementales, ce qui est aussi très important. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas prendre trop de votre temps, et je vais redonner la parole à Cathy afin qu'on puisse entendre les panélistes et les participants sur leur expérience de lutte contre le greenwashing et voir s'il y a d'autres idées et perspectives sur ce qu'on peut faire par rapport à ce problème. On sait que c'est un défi et c'est un défi intéressant. Il y a plusieurs choses en cours. On pourra se mettre d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Angelo. Nous aimerions donc entendre vos idées, vos points de vue, plutôt que des questions. Nous voulons vraiment savoir comment vous pensez que nous pouvons lutter contre l'éco-blanchiment. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte de dialogue. Vous pouvez aussi envoyer vos idées dans la boîte de dialogue ou dans Slido pour que nous puissions les inclure à la fin. Alors, je me tourne maintenant vers nos panélistes. Eva Schneider, tout d'abord, de l'Association des industries de marque. Donc, plus de 200 entreprises et PME sont représentées par cette association. Alors, quelle est votre approche? Pour vous, il faut que ces labels soient lisibles, faisables et harmonisés également. Vous avez une initiative sur le sujet. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, merci. Alors, nous travaillons avec nos membres et nous représentons les industries de marque dans l'Europe. Nous avons mis sur pied un manifesto for all the consumer products that we have. So at Brand, we see the clear role to help to empower consumers in the green transition and to support them in the Il est important de soutenir les consommateurs et leur permettre de faire des choix plus éclairés.
making them more sustainable. But on the other hand, of course, there is this clear focus on Il faut providing développer des produits plus durables, bien sûr, mais il faut également les bonnes informations. Donc, comme nous l'avons indiqué dans notre manifesto, donc nous avons besoin d'informations fiables sur l'ensemble des produits. Donc, pour fournir cette information, et je reviens sur notre initiative No Data, No Claim, donc pas de données, pas de déclaration. Donc l'objectif est vraiment de renforcer la transparence. Donc, il faut que ces allégations se fassent sur une base volontaire, bien sûr, mais elles doivent être pertinentes et se fonder sur des méthodes qui soient harmonisées au niveau européen. Et rapidement, concernant un point qui a également été mentionné par d'autres panélistes, la question de l'harmonisation au niveau européen. C'est également essentiel pour nous et ceci est positif pour les industries et pour les consommateurs. Cela permet d'éviter la fragmentation des marchés, notamment, et cette approche d'harmonisation est en fait menacée. Il y a de plus en plus d'obligations développées par différents États membres et donc il faut vraiment harmoniser ce système. Et pour vraiment donner aux consommateurs les moyens d'agir et pour qu'ils comprennent les informations, donc il faut vraiment qu'ils comprennent les informations liées aux produits. Alors oui, effectivement, l'harmonisation est essentielle. Mais qu'en est-il de l'application? False green claims. What do you think that would be des mesures d'exécution? How do you make that enforceable for businesses and for authorities? Qu'est-ce qui est faisable à votre avis? Alors, je dirais que tout d'abord, il faut souligner qu'il est important d'exécuter les mécanismes existants. S'agissant des mécanismes supplémentaires qui pourraient être mis en place, nous pensons que des vérifications ex post pourraient être faisables. Donc, par exemple, vérifier que les allégations respectent les critères, suivre les plaintes émises par les consommateurs. Et ceci permettrait de protéger le consommateur de l'éco-blanchiment. Et il y a également des procédures de pré-approbation. Cela a déjà été mentionné. Ce processus, à notre avis, est plus difficile à mettre en œuvre et n'est pas la bonne approche, puisque cela prend beaucoup de temps avant d'approuver une allégation ou une déclaration et de la communiquer ensuite aux consommateurs. Donc, pour nous, l'idée n'est pas d'investir dans un processus qui pourrait prendre des années à appliquer. Et selon l'expérience de nos membres, il y a des processus qui peuvent prendre jusqu'à 2 ans. Donc, s'agissant des législations à venir au niveau européen,
Il faut compter 2 ans pour leur adoption, encore 2 ans pour leur application au niveau national. Donc, cela nous mène à 2026. Donc, s'il faut 2 ans pour approuver les déclarations, plus les déclarations déjà existantes, eh bien, cela prendrait beaucoup trop de temps. Donc, cette ambition va un peu trop loin. Désolée de vous interrompre. Nous allons devoir passer à notre prochain intervenant, mais votre intervention est très claire. La question des préapprobations est beaucoup trop complexe à mettre en place. Oui, et rapidement, il faut vraiment être très clair sur les objectifs. Cette année, nous voulons vraiment donner aux consommateurs les moyens de choisir des produits plus durables. Donc, il faut vraiment des mesures qui permettent d'approuver ces produits rapidement. Alors, oui, c'est ça. Donc, il y a la question du calendrier et donc des temps d'approbation. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Amy Gustafsson, conseillère juridique en protection du consommateur de l'Agence suédoise de protection du consommateur. Alors, quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous évaluez ces allégations écologiques? Merci tout d'abord pour votre invitation. Notre agence donne la priorité aux mesures d'exécution contre ces allégations trompeuses depuis plusieurs années. Nous avons beaucoup appris tout au long du processus. Nous continuons d'essayer d'améliorer notre travail et de rendre les processus plus efficaces. S'agissant des allégations écologiques, il y a on parle beaucoup de la question de justifier, d'étayer ces déclarations. Et nous comprenons qu'il y a de nombreuses inquiétudes des deux côtés. Ce système peut être complexe et il faut une approche cohérente entre les différentes autorités. Mais nous sommes également convaincus que ce processus visant à étayer les allégations est simplifié selon la présentation de ces allégations. Donc d'abord, mieux comprendre comment le consommateur moyen comprend ces allégations. Donc c'est le point de départ de notre évaluation. Donc, comment est-ce que le consommateur moyen comprend la déclaration ou le label, donc son impression générale d'un point de vue marketing. Et c'est comme ça qu'on comprend la signification de ces déclarations. Et cette évaluation, plusieurs facteurs sont pris en compte. Tout d'abord, la formulation de la déclaration, s'il y a des éléments plus spécifiques, et également, mais par contre, la façon dont l'entreprise veut que cette allégation soit perçue n'est pas prise en compte. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de labels qui sont impossibles à justifier, car les perceptions peuvent varier d'un consommateur à l'autre. Donc, présenter une allégation de manière spécifique et équilibrée, en soulignant uniquement les bénéfices du point de vue de l'environnement et en se concentrant sur la compréhension du consommateur moyen, eh bien, de cette manière, nous sommes convaincus qu'il sera beaucoup plus facile de justifier ces allégations. Et finalement, ça pourra permettre de réduire ces allégations écologiques trompeuses. Alors, très intéressant, donc vraiment se concentrer sur la compréhension du consommateur et pas la manière dont l'entreprise veut que le consommateur perçoit ces allégations. Qu'en est-il de l'application? Alors, tout d'abord, j'aimerais mentionner la discussion sur l'importance de renforcer le cadre juridique. Et du point de vue de l'exécution, le cadre juridique actuel est
très utile, très efficace contre ces allégations. Mon agence a initié de nombreuses poursuites judiciaires contre de nombreuses industries et nous avons également obtenu donc le soutien juridique nécessaire. Ceci a été très utile parce que cela nous a permis de clarifier de nombreux éléments. Mais pour renforcer l'exécution, tout d'abord, les autorités de protection du consommateur doivent donner la priorité à cette question et prendre des mesures d'exécution. Il est vrai que grâce à cela, nous avons renforcé la capacité de ces agences et augmenté la clarté. Nous devons vraiment encourager ces mesures d'exécution. Deuxièmement, nous devons orienter les industries, leur faire comprendre comment est-ce qu'ils doivent présenter ces déclarations. La plupart n'ont pas suffisamment de connaissances. Donc, il faut comprendre la façon dont le consommateur comprend ces déclarations et comment est-ce que l'application est conforme à la législation. Troisièmement, j'aimerais mentionner le réseau de coopération en matière de protection de l'environnement qui joue un rôle très important de partage d'expériences et cela permet également d'avoir une approche cohérente au niveau européen et d'unifier les actions de parties prenantes dans les États membres. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Donc, une approche plus cohérente et des lignes directives parce que les grandes industries ne comprennent pas toujours ce qui leur est exigé. Any suggestions that you have for joint actions? Alors, quelles sont vos suggestions, si vous en avez, en matière d'action conjointe, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je passe maintenant à notre troisième panéliste, Mathias Jakin, de l'organisation slovène de protection du consommateur. To misleading claims. Dans quelle mesure les consommateurs sont vulnérables à ces allégations trompeuses? Certains consommateurs sont peut-être plus vulnérables, peut-être les jeunes qui sont déjà impliqués dans la transition écologique, mais souvent c'est eux qui sont ciblés. Qu'en pensez-vous? Oui, merci, je suis ravie d'être ici. Et concernant votre question, nous ne pensons pas qu'il y ait des groupes plus vulnérables que d'autres. Certains groupes peuvent être ciblés via différents canaux de communication, mais finalement, il est très difficile de vérifier si ces allégations peuvent être justifiées. Être un consommateur, c'est parfois un travail à plein temps aujourd'hui. Et il y a besoin de beaucoup d'informations avant d'acheter un produit. Et donc, ceci renvoie à différentes dimensions de la durabilité. Parfois, c'est une mission impossible pour les consommateurs. Dans certains sites Internet, il y a jusqu'à 8 écolabels et certains labels ne sont pas suffisamment mis en avant. Donc, comme vous le voyez, les consommateurs ont vraiment du mal à faire la différence entre ces différents labels. Et il en va de même des commerçants. Il y a tellement de produits, de labels qu'ils ajoutent sur leurs produits, mais les consommateurs ne les prennent plus au sérieux parce qu'ils ne peuvent plus faire la différence entre les bons labels et ceux qui ne peuvent pas être étayés.
Donc, il faut renforcer la confiance parce que les consommateurs n'ont pas le temps, n'ont pas l'expertise pour vérifier toutes ces allégations, tous ces labels. Et nous pensons que pour améliorer ce système, il faut utiliser les outils existants, notamment l'écolabel UE qui a déjà été mentionné. Il est nécessaire de renforcer ce système. Nous faisons de notre mieux pour mettre en évidence le label de l'Union européenne et ainsi que d'autres. Et nous essayons de sensibiliser le consommateur par le biais de notre magazine et nous allons continuer de le faire. The same company creates the label, sets the standard, and certifies according to the standard and grants the label to themselves, basically. What we could do in this regard also is a mapping of the existing. Nous pouvons également réaliser une cartographie des certifications existantes au niveau européen, donc donner un aperçu des différents labels existants. Et cette cartographie pourrait être réalisée dans tous les pays de l'Union européenne. Merci, Mathias, de très bonnes idées. Alors, les interprètes apprécieraient si vous parliez un peu plus lentement. Alors, une question concernant la pré-approbation des déclarations écologiques. L'association AIM pense que cette idée est trop compliquée. Qu'en pensez-vous? Alors tout d'abord, je suis désolée de parler aussi vite. On a tous, on a très peu de temps. Donc, non, oui, nous apprécions votre enthousiasme. Très bien, mais j'essayais d'être dans les temps. Alors concernant votre question, nous pensons que l'éco-blanchiment, c'est un problème systémique. Et nous avons besoin d'un programme de pré-approbation pour renforcer la confiance dans ces labels. Nous pensons aussi que certaines mentions devraient être interdites, comme respectueux de l'environnement ou neutre du point de vue du carbone. Cela n'a pas vraiment de sens et vide de contenu. Et donc, les entreprises devraient plutôt réduire leur impact environnemental autant que possible. Et bien sûr, le consommateur s'attend déjà à ce que le produit soit respectueux de l'environnement. Et en plus de cela, il est nécessaire d'avoir un programme de pré-approbation pour toutes les allégations écologiques pour différents produits. Et ceci permettrait de renforcer la transparence, réduire le risque d'avoir des allégations écologiques trompeuses, renforcerait la confiance des consommateurs et le consommateur, le commerçant pourrait aussi savoir quel label utiliser ou quelle allégation afficher dans quelles conditions. Et ceci permettrait également de limiter la concurrence déloyale. Et en même temps, cela pourrait encourager d'autres entreprises à innover et à se distinguer de la concurrence. Et enfin, nous pensons que cela faciliterait également l'application de la législation par les autorités. Merci beaucoup, c'était très clair. Indicated you want to speak. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai suivi ce débat avec le CESE et ce qu'on a vu, c'est que il y a beaucoup de recherches, d'informations sur comment impliquer les consommateurs dans l'économie circulaire.
On a besoin d'une vue d'ensemble des meilleures pratiques. Comment est-ce que les autorités exécutives peuvent organiser leur travail et comment est-ce qu'on peut s'assurer que les consommateurs soient impliqués? Parce que ce n'est pas que quelque chose qui leur donne une satisfaction immédiate, il y a vraiment un besoin de les impliquer. Donc, on a besoin de rassembler toute la recherche. Et il y a certains domaines qu'on n'a pas couverts, on doit les identifier et rassembler nos connaissances afin de trouver les bonnes solutions. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est la proposition d'action en regroupant toutes les recherches existantes sur l'implication des consommateurs dans l'économie circulaire et identifier les meilleures pratiques. Donc, regrouper tout ceci afin que ce soit facile d'y accéder. Donc, c'est une possibilité. L'organisation de consommation suédoise, vous avez dit que vous deviez peut-être partir. Vous avez écrit quelque chose dans le chat ici. Donc, vous n'êtes pas là. OK. Est-il là? Oui, je suis là. Je n'étais pas là tout à l'heure. Je suis là maintenant. Dites quelles sont vos réflexions pour les actions communes. J'ai une proposition. En réussite précédente, les tests indépendants de consommateurs qui sont là depuis un certain temps avec les organisations de consommateurs qui font du bon travail afin d'aider les consommateurs à choisir des produits durables. Et en plus du travail des autorités, c'est important aussi d'avoir la durabilité qui est prise en compte. Je pense que ce serait une bonne chose d'utiliser des fonds afin de renforcer les ressources pour les tests en ce qui concerne les revendications à caractère environnemental et le greenwashing. Ce genre de test serait une bonne manière de procéder à l'avenir. Et je suis d'accord avec l'intervention de l'Agence des consommateurs suédoise sur le travail qui doit être amélioré par les autorités. Donc, cette initiative porte sur les éléments nécessaires afin d'adresser les problèmes sur le marché. Oui, très intéressant. Donc, appuyer les tests de durabilité. Effectivement, il y a beaucoup de visibilité publique. Donc, c'est assez intéressant. Qui a-t-on maintenant? David Liebens du ministère belge. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. Merci. J'aimerais exprimer la proposition d'un collègue qui n'a pas pu participer malheureusement pour organiser des cours composés de différents experts qui pourraient couvrir un certain nombre de sujets d'intérêt tels que les techniques de marketing sophistiquées concernant donc la revendication à caractère environnemental. Un autre sujet pourrait être comment est-ce que les consommateurs réagissent à cela. Donc, on pourra couvrir les aspects juridiques et comportementaux et on pourrait appuyer aussi les activités d'application, d'entrée en vigueur et à conformité des entreprises. Donc, c'est la proposition de mon collègue que je souhaitais présenter. Donc, et ce serait pour qui exactement ces masterclass? Donc, concernant les inquiétudes, ça pourrait être adressé aux industries où on a des problèmes, avec lesquels on a des soucis. Je n'ai pas tous les détails, malheureusement, de ces masterclass. Oui, donc c'est intéressant. Donc, il faut comprendre ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne le greenwashing. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment quels sont les détails de cela. Donc des masterclass, c'est une autre possibilité. On a aussi Diana Kozego. Oui, bonjour à tous. Quelle est votre organisation, s'il vous plaît?
la commission d'électricité et de gaz, une autorité réglementaire, et nous avons aussi l'ADR. Donc, j'ai un peu les deux casquettes. Ça veut dire que je vois qu'il y a des difficultés, c'est-à-dire la difficulté des listes juridictionnelles. C'est souvent un problème en ce qui concerne les questions sectorielles. Donc, on a des problèmes de communication pour s'assurer que le consommateur sache porter plainte, ou est-ce qu'ils doivent s'adresser à des organisations sectorielles, ou c'est vraiment un problème parce que le consommateur, en général, est seul quand il a une plainte. Donc, on fait face à cela en énergie. Grâce à la bonne coopération avec le service public, on peut fournir des informations, mais par exemple, suite à la crise de Covid, il y avait avant des réunions régulières, et à cause de cette crise, on a eu de moins en moins de réunions. Donc maintenant, on essaie d'en organiser de nouveau, mais c'est pour vous donner un exemple à quel point les difficultés peuvent entraver à cela pour assurer un bon niveau de coopération. Donc je pense que c'est un élément important. Une coopération est importante au-delà des obstacles juridictionnels. Et ce qu'on oublie souvent aussi, quand on parle d'entrée en vigueur, c'est aussi les moyens suffisants et le budget nécessaire. Ce sont des entreprises privées, des organisations qui ont des subventions publiques et privées, et en tant qu'autorité publique, parfois, on n'a pas assez de budget afin d'informer les consommateurs correctement et afin de pouvoir assurer l'entrée en vigueur. Parce que quand on n'a pas assez de personnel, ce n'est pas évident. Donc, c'est le deuxième point que je souhaitais mentionner. Et la troisième chose, c'est d'éviter les plaintes parce que les consommateurs doivent savoir où aller pour avoir accès à leurs droits. Donc, trois points que je souhaitais mentionner qui ne sont pas directement liés à l'étiquetage au greenwashing purement, mais ça fait partie de la réponse au greenwashing aussi. Et on fait face à cela. On sait que la législation a été développée au niveau de l'Union européenne. Donc, je voulais juste souligner cela. OK, merci. Donc, c'est bien d'avoir le point de vue que vous avez présenté. Merci beaucoup. Louisa Altro Consumo. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voulais mentionner l'expérience d'Altro Consumo en ce qui concerne la coopération avec les autorités et le secteur privé. Quand nous n'avons pas assez de ressources, on doit améliorer la coopération avec les parties prenantes existantes afin d'améliorer cela et d'assurer que le flux d'informations qui vient des plaintes, des activités que les organisations de consommateurs gèrent entre les mains des autorités exécutives. Donc, on a besoin que les consommateurs comprennent ce qu'ils signalent, et d'autre part, on a aussi besoin d'impliquer les entreprises. Et grâce aux initiatives et les tests indépendants, on pourrait dire aux consommateurs, écoutez, on a testé cela, donc les consommateurs peuvent aller dans la bonne direction et voir le travail des entreprises. Donc, on a eu deux expériences, une qui est en cours dans ce projet.
On a eu donc, au sein de ce réseau, on a eu l'accès à un outil numérique et grâce à la plateforme, on a un système pour signaler l'alerte lorsque c'est nécessaire et on serait ravis de partager les résultats de cela à l'avenir et l'expérience aussi qu'on a eue dans notre projet vert. On a donc enquêté sur le marché. Les revendications à caractère environnemental, donc nous avons détecté que pas tout était documenté, donc les moyens numériques sont importants. On a pensé à la chaîne de blocs et la possibilité que chacun peut jouer son rôle. Le seul chose à faire, c'est de créer un lien, améliorer la coopération du point de vue technologique afin un guichet unique pour vérifier les informations. Ça pourrait être un code QR ou une manière simple d'assurer la fiabilité des informations qu'ils doivent utiliser afin d'aller dans la bonne direction. Et je pense que le rôle de l'organisation de consommateurs serait, avec les institutions, de permettre aux consommateurs d'effectuer ceci. On doit croire en la coopération et trouver un moyen d'avoir l'opportunité d'aller dans la bonne direction ensemble. Pour nous, on a pu effectuer ceci, cette coopération. On a eu un projet aussi pour promouvoir le label écologique. On a donc travaillé avec les administrations publiques. Donc merci. Grâce plutôt aux subventions européennes, on a pu améliorer la coopération. Donc, j'aimerais renforcer cette coopération. Merci. OK, merci beaucoup. La numérisation, on a eu une question par rapport à ça dans le chat. Donc oui, merci. Maintenant, on va passer au vote. On est en train de collecter les propositions qui ont été faites, celles que j'ai notées ici. On a eu donc les masterclass qui ont été proposées par CPC. Si je lis ceci, on a eu un soutien pour ces événements. On a aussi l'organisation de consommateurs danoise. Vous avez exprimé le besoin de rassembler la recherche afin que l'économie soit impliquée. Donc beaucoup d'études et de recherche pourraient être regroupées, donc avec une vue d'ensemble. Donc ça, c'était une proposition. Je ne sais pas si vous avez parlé de qui pourra gérer cela, mais peut-être qu'on a entendu d'autres. Cette idée de la Suède, et puis pour le test de durabilité fait par des magazines. Donc ça, c'était une autre proposition. Donc avant de passer au vote, voyons voir ce qu'il y a eu d'autre sur Slido. Quelqu'un a parlé donc de la pré-approbation, les différences entre les campagnes vertes et sanitaires. Donc je ne vois plus cela maintenant. Ça a disparu. La différence entre les aspects santé et énergie. J'en suis aux questions-réponses, mais je ne trouve plus la question. Donc, comment est-ce que le système va pouvoir être à jour en ce qui concerne l'innovation et la technologie? Donc, voyons voir ceci. Donc, notre sondage, est-ce que vous êtes prêts à voter? On n'a que 3 propositions ici, donc vous pouvez en choisir 2. Alors, on a la création d'une vue d'ensemble des recherches existantes pour impliquer les consommateurs dans l'économie circulaire, la consommation responsable, masterclass sur différents sujets, les
comportement des consommateurs. Donc, si vous voulez commencer à voter, afin de dire quelles sont les actions conjointes qui pourront être communiquées lors de la plénière. Donc, est-ce que Tina va pouvoir collecter toutes ces informations? Elle est en train de hocher la tête. Ok, donc vous entendrez son rapport. Elle fera son rapport cet après-midi. Elle le présentera à la plénière et ensuite on aura un dernier vote pour choisir quelles actions ces 4 ateliers feront partie des priorités opérationnelles de la Commission. Donc, voyons voir comment ça se passe. Donc, ah oui, là, effectivement, c'est 50-50 presque. La recherche, le test fait par les magazines, le test fait par les magazines et masterclass. Ok, on continue le vote. Qu'en pensez-vous, Angelo, le fait que la recherche est l'option préférée? Il y a de la recherche, comme on a dit, c'est difficile d'exprimer ça. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont été menées. Et c'est une bonne idée de cartographier toutes ces études. Et pour lutter contre le greenwashing, donc avoir une idée des comportements des consommateurs, de leur réaction face à certaines informations, certains labels, et quelles sont les meilleures pratiques également pour lutter contre l'éco-blanchiment. Alors oui, il y a cet élément de recherche. Et puis les tests également réalisés par des magazines. Oui, ça c'est très intéressant parce que ces magazines ont souvent la confiance du public et ils sont très lus. Donc je pense que nous pouvons maintenant clôturer ce sondage. Donc 2 propositions seront soumises à la plénière. Donc la première et la deuxième que vous voyez affichée à l'écran. Il nous reste encore quelques minutes. Donc je regarde s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Alors je vais peut-être donner la parole à l'un de nos panélistes au lieu de rendre la parole à chaque fois à Angelo. Alors, Amy, que pensez-vous de la question que je viens de lire? Êtes-vous là? Oui, je suis toujours là. Alors, donc cette question concernant le besoin d'harmonisation au sein de l'Union européenne. Alors, je pense que la législation est plus ou moins harmonisée sur cette question, mais je pense qu'il faut plus avoir une approche pratique sur l'interprétation des règles et la manière dont les vérifications des allégations sont réalisées. Donc la façon dont vous évaluez et analysez les preuves. Donc c'est ce dont on discute au sein du réseau CPC. Et nous pouvons établir une approche plus cohérente pour les autorités de protection du consommateur de l'UE. Donc nous avons un bon espace pour réfléchir à tout cela. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir donné la parole à tout le monde. Nous avons dû aller assez vite. Nous, comme je l'ai dit, nous cherchons plutôt des propositions, d'obtenir vos propositions plutôt que de répondre aux questions. Donc, nous avons atteint notre objectif. Donc, je pense que nous pouvons en être fiers. Merci à tous les participants à cet atelier de travail. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Nous avons eu
de formidables intervenants. Encore une fois, on a dû aller très vite, et on n'a pas eu suffisamment de temps pour tout le monde. Merci encore de votre participation et la plénière reprend à 14 heures après la pause déjeuner, je pense. Donc, le timing était un peu flou, mais j'espère que je vous retrouverai. J'espère donc vous retrouver tout à l'heure en plénière.